Merci, Dr Zaiden. Donc, je remercie le bureau du Collège national d'urologie de m'avoir associé à cet après-midi à cette formation continue sur la tumeur du rein. Donc, ce qu'on va parler maintenant, c'est les traitements ablatifs du cancer du rein de l'adulte. Donc, peut-être qu'on va parler un peu de science-fiction par rapport aux jeunes pour leur dire qu'il faut garder le fil des idées. Et comme introduction, donc, ce sont des techniques qui sont mini-invasives. Ce sont des moyens qui sont physiques et il y a une destruction in situ de la tumeur. On peut utiliser des moyens qui sont locaux ou par voie percutanée tels que la cryothérapie ou la radiofréquence, ou bien à distance tels que les ultrasons focalisés ou bien la radiothérapie stéréotaxique. Comme on a dit tout à l'heure, il y a la nécessité d'avoir une biopsie percutanée de la tumeur initiale avant ce traitement. On va commencer par la cryoablation pour dire que c'est l'utilisation du froid comme méthode de destruction de la tumeur. Ça a été initié en 1974 et les effets biologiques de la cryothérapie se font par deux mécanismes, ou bien une destruction cellulaire immédiate ou bien une ischémie tissulaire. Donc c'est surtout, on va utiliser de la glace, donc on va faire le refroidissement rapide de la tumeur. Et le fait de la décongeler rapidement, c'est ça qui nous donne la destruction de la cytosquelette cellulaire et la rupture membranaire. On peut avoir aussi une dénaturation des protéines dans l'espace extracellulaire pour la destruction de la tumeur. Aussi, il y a l'ischémie cellulaire avec une anoxie, avec une thrombose et une nécrose de la tumeur. Donc, ça va donner une apoptose des cellules et de la tumeur. La technique de la cryothérapie se fait par des moyens. Donc, il faut avoir du gaz. Le gaz qu'on utilise, c'est l'argan et l'hélium. Donc, deux bouteilles qu'il faut les remplir avec des pressions bien précises pour l'utiliser avec différents générateurs pour avoir une congélation rapide au niveau de la tumeur. Donc, il y a pas mal d'appareils qui sont sur le marché. Ils sont très chers et il faut choisir la bonne machine pour ce travail-là. On va utiliser des aiguilles aussi, on les appelle les ice seeds et les ice rods, et ce sont deux aiguilles qui nous permettent d'avoir une glace autour pour la congélation de la tumeur. Et en fonction de la taille de la tumeur et en fonction de la taille de l'aiguille et la boule qu'elle va la faire, on va utiliser une de ces deux aiguilles. Et il y a un contrôle thermique par la machine pour faire la congélation rapide et la décongélation rapide plutôt. Et on va arriver avec des degrés jusqu'à moins 80, moins 100 degrés pour congeler toute la tumeur et faire la décongélation rapide pour faire la destruction. On peut la faire par deux voies d'abord. Donc, on a le contrôle célioscopique ou la voie percutanée. Et la voie célioscopique, donc c'est un abord célioscopique classique avec 2 ou 3 trocars minimum pour voir, on fait la dissection de la tumeur, on fait la dissection du rein jusqu'à arriver à la tumeur. Lorsqu'on voit la tumeur, on peut mettre dedans des aiguilles directement au niveau de la tumeur et on laisse la machine travailler pour faire la congélation sous contrôle visuel toujours. Ou bien, deuxième voie, c'est la voie percutanée. Donc, un abord célioscopique peut être fait avec un contrôle échographique en péropératoire. Ce sont des images de l'équipe de Saint-Joseph. Et on peut faire la voie percutanée. Donc, au niveau de la radiographie, sous scanner, on peut mettre les aiguilles au niveau de la tumeur et faire la congélation de cette tumeur-là. Quels sont les résultats de la cryothérapie? Donc, plusieurs études qui ont montré le résultat, pas mal de résultats. Juste avant, on va voir la tumeur après congélation. Donc, à 4 semaines, la tumeur elle est encore là. 3 mois, elle est diminuée de taille. Et à 9 mois, elle est pratiquement partie avec une place fibrosée qui ne prend pas le produit de contraste. Les principales études de la cryothérapie ont montré que c'est une bonne technique qui nous donne très peu de complications, de l'ordre de 10% à peu près, avec une récurrence de 5,1% pour des séries qui sont très variables, qui sont surtout des séries rétrospectives. Ça nous donne aussi une survie à 10 ans de 84%, donc c'est une technique qui est fiable.
Et les complications, on a deux types de complications. Donc, si on veut les classer en fonction du grade, donc le grade 1, c'est des grades simples et des grades 5 qui sont des grades majeurs, on voit que la voie percutanée donne moins, la voie percutanée donne plus de complications à ce niveau-là de grade 1. La voie laparoscopique, plutôt, nous donne des complications qui sont plus graves avec un faible niveau, donc 13,9% comparé à 21% pour la voie percutanée. La radiofréquence, donc la première radiofréquence d'une tumeur du rein a été faite en 1997 avec une néphrectomie partielle après. Donc ils ont commencé prudemment, ils ont fait la radiofréquence et puis la néphrectomie pour l'analyser. Donc l'onde de fréquence est convertie en chaleur qui nous donne des moyens physiques. Pour les membranes plasmiques cellulaires, il y a des intégrations et la dénaturation par la chaleur des protéines cellulaires. Donc la température optimale se situe entre 50 et 100 degrés. Et après la nécrose, il y a une cicatrice fibreuse qui est avasculaire, ne prend pas le produit de contraste sur l'examen d'imagerie injectée. Donc c'est une parapluie, on l'appelle parapluie, qui va être introduite donc, au début une aiguille, qui devient une parapluie au niveau de la tumeur, pour prendre pratiquement toute la tumeur. Et c'est au générateur de faire chauffer cette tumeur-là et pour avoir la destruction de cette tumeur. Donc, ça peut se faire par voie laparoscopique ou par voie percutanée sous scanner. Et les résultats de la radiofréquence, donc en fonction de séries, donc ce sont des séries qui sont publiées et sur des méta-analyses, on voit que le taux de complication il est de 14% à peu près et la récurrence elle est de 6,4%. Les complications qui peuvent arriver après un tel geste, donc complications de viscères de voisinage, des saignements, des fistules urinaires. Donc pour pallier aux complications de viscères de voisinage, on peut faire l'hydrodissection pour essayer d'éloigner les tissus par rapport à la tumeur pour faire chauffer cette tumeur-là. On voit que la radiofréquence nous donne des répercussions sur la fonction rénale qui sont moins importantes que la néphrectomie partielle ou la néphrectomie élargie. Donc, c'est une technique qu'on peut préserver. Et si on veut comparer la radiofréquence par rapport à la cryothérapie, on voit que la cryothérapie donne moins de taux de complications et moins de complications sévères. Il y a la fistule urinaire qui peut être présente sur la radiofréquence, mais pas vraiment sur la cryothérapie. Et on préfère la voie laparoscopique cryo plutôt que la voie percutanée. Et à l'inverse, par rapport à la radiofréquence, on utilise la percutanée plutôt que la laparoscopique. Donc, les résultats du traitement ablatif, un taux de sans récidive à 92% à 5 ans. Et le fait qu'on peut réutiliser cette technique-là, la survie globale et les taux de métastase à 5 ans ne semblent pas différents de celui de la néphrectomie partielle ou élargie. Quelles sont les indications des moyens ablatifs? Donc, les petites tumeurs corticales chez le sujet âgé, les patients avec comorbidité et risque chirurgical qui est élevé, les patients à risque génétique de développement de plusieurs tumeurs multiples, et les tumeurs bilatérales, et les patients présentant un rein unique, fonctionnel ou anatomique. Il n'existe pas vraiment de contre-indications. Les contre-indications majeures sont les troubles sévères de la coagulation. Et sur les recommandations de l'AFU, on voit que les indications sont divisées en des indications qui sont communément admises et des indications qui sont discutées en cas de nécessité. Ça ne marche plus. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit l'EAU par rapport au traitement ablatif? Elle dit qu'il n'y a pas de conclusion fiable. Donc, il situe le traitement ablatif au même niveau que la surveillance active. L'AFU insiste bien de parler avec les patients pour leur dire que le résultat oncologique est moindre par rapport à la néphrectomie partielle ou la néphrectomie élargie. Et on peut faire cette indication-là, mais il faut être avisé. Que dit les sociétés de radiologie interventionnelle? Donc, on peut utiliser cette technique pour les patients qui ont des comorbidités avec un score ASA de 1 à 3,
par voie percutanée et jusqu'à une tumeur de 4 cm. Donc, il y a des algorithmes qui ont été établis sur la littérature, comme dans cet article qui a été publié au niveau du progrès en neurologie, pour dire qu'on peut traiter les tumeurs inférieures à 4 cm en fonction de l'espérance de vie. Si c'est une espérance de vie supérieure à 7 ans, avec des comorbidités Charlson supérieures à 5, on peut faire un traitement ablatif. Si l'espérance de vie elle est inférieure à 3 ans, c'est plutôt une surveillance active. Et l'espérance entre 3 et 7 ans, c'est en fonction de la taille de la tumeur, entre 3 et 4 cm, préférence ici la radiofréquence, plutôt la cryoablation. Sur une méta-analyse qui a été publiée en 2022, très récent, donc pour dire qu'il y a 27 études qui ont pris en charge 14 000 patients, donc, qui ont été divisés en plusieurs études, 18 études qui concernaient le T1A, 6 études qui ont concerné le T1B et 3 études qui ont concerné le T1A en association avec le T1B. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? En matière d'hospitalisation, il y a une préférence pour l'ablation, la cryoablation ou la radiofréquence, donc les traitements ablatifs, quel que soit le stade de la tumeur. Pour les récidives locales, c'est plutôt en faveur de la néphrectomie partielle, mais sans différence significative. Pour le stade T1B, il y a une différence significative pour la voie percutanée en matière de la néphrectomie partielle plutôt que les traitements ablatifs. En matière de métastase, il n'y a pas de différence significative, alors qu'on voit que le curseur il est plutôt pour la néphrectomie partielle. De la même manière, pour le T1B, on voit qu'il y a une préférence pour la néphrectomie partielle plutôt que les traitements ablatifs, mais pas de différence significative. Sur le plan mortalité, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, avec une préférence pour la néphrectomie partielle. Les autres traitements ablatifs qu'on peut utiliser, donc l'AIFU, ce sont des mécanismes d'ablation permettant en jeu des effets thermiques, de nécrose de coagulation. Donc des essais en corps marginaux effectués par voie percutanée font preuve de résultats insuffisants et de problèmes liés à la morbidité du rein et des brûlures cutanées. Et il y a des équipes qui ont préférencié de faire le geste par une sonde en intra-abdominal sous contrôle visuel. La radiothérapie stéréotaxique, donc c'est un dispositif appelé CyberKnife avec un accélérateur linéaire qui est guidé par l'imagerie, placé au contact des zones à traiter. Donc on peut délivrer 1200 faisceaux sur la tumeur directement. Donc on va augmenter la dose qu'on va décharger vers la tumeur. Il y a une destruction de la tumeur après implantation d'un marqueur dans la tumeur. L'électroporation irréversible, c'est un procédé par lequel les nanopores qui ont été créés sur la tumeur, qui peut épargner le tissu sain, et à partir de là, on peut détruire la tumeur. Quels sont les résultats de la stéréotaxie? Est-ce que c'est un échappatoire ou pas? Sur une méta-analyse publiée dans l'Européen, donc on a utilisé 26 études avec 11 études qui sont rétrospectives sur 370 patients pour des tumeurs qui sont inopérables, de stade 1 et 2, avec une taille de 4,6 cm et un recul de 28 mois. Et la dose délivrée, c'est de 40 degrés à peu près, fractionnée en 3 à 4 fois, ou bien 26 degrés en une seule fois. On a trouvé qu'il y a un contrôle focal qui est satisfaisant, arrivant jusqu'à 97,2%. Si on veut la comparer par rapport aux autres moyens thérapeutiques, donc sur un article publié entre 2004 et 2014 avec un recul de 57 mois sur 200 000 patients, quel que soit le traitement utilisé, on a trouvé que la radiothérapie stéréotaxique peut donner des résultats qui sont satisfaisants, qui sont inférieurs à la chirurgie, mais qui sont satisfaisants et prometteurs. En conclusion, donc, les thérapies ablatives ont une place dans l'arsenal thérapeutique. Ils sont préconisés surtout pour les tumeurs inférieures à 4 cm chez les sujets âgés ou présentant des comorbidités. Les données de la littérature orientent vers une efficacité semblable, mais plus importante pour la cryothérapie comparativement à la radiofréquence.
La radiothérapie stéréotaxique est très prometteuse et ses résultats à nuancer par le caractère rétrospectif des séries. Donc il faut faire très attention pour l'interprétation. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fourati, pour cet exposé très complet qui a mis en revue toutes les thérapies ablatives existantes et à venir. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci, professeur Fourati, pour votre exposé. Alors, ma question, c'est à propos des contre-indications des thérapies ablatives. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières, les troubles d'hémostase? Est-ce qu'il y a un risque infectieux? Voilà, j'ai mis dans le topo déjà que la contre-indication, la seule contre-indication, c'est plutôt les troubles de l'hémostase sévère. Mais il y a des équipes qui parlent que des contre-indications relatives, telles que le sujet très âgé et les problèmes de tumeurs avec métastases multiples sont des contre-indications qui sont relatives. Voilà. Alors, nous avons une question sur le chat sur Zoom. Alors, Émine vous possède la question suivante. Comment évaluer la réponse au traitement ablatif? Donc, comment évaluer le traitement après traitement ablatif? C'est par l'imagerie, c'est comme toutes les tumeurs. Donc, on essaie de refaire des scanners à distance pour voir s'il y a une récurrence au niveau du site opératoire ou autre chose. Voilà. Juste par rapport au traitement par radiofréquence, il faut juste savoir que ça dépend également de la localisation de la tumeur. C'est-à-dire si on a une tumeur qui est polaire inférieure à côté du côlon, donc il faut faire l'hydrodissection. Si on a une tumeur qui est à côté du hile, il y a un risque de lésion pédiculaire. Donc, premièrement, il faut avoir une expertise du radiologue et deuxièmement, parfois le cas peut être recusé si la tumeur est à côté du hile avec un risque de complications vasculaires lors de la radiofréquence. Est-ce qu'on dispose de ces moyens en Tunisie? Juste cette question. Voilà, j'ai commencé. Merci. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en Tunisie parmi ces différentes modalités thérapeutiques? Oui, donc j'ai mis la première plaque pour vous dire que c'est peut-être de la science-fiction que je vais parler. En Tunisie, on ne dispose que pratiquement de la radiofréquence. On va avoir prochainement la radiothérapie stéréotaxique, mais on reste surtout sur la radiofréquence, la cryo. Elle n'est pas encore en place, elle nécessite pas mal de matériel qui est assez cher. Voilà. Est-ce qu'il y a une série tunisienne ou quelques cas qui ont été faits? Oui, il y a des cas qui ont été faits, mais le souci c'est qu'on n'a pas vraiment de statistiques derrière. Pour chaque urologue, il se rappelle d'un cas qu'il a envoyé au radiologue pour faire une radiofréquence, mais pas plus que ça pour avoir une série et des études avec des résultats oncologiques. Je pense qu'il devrait y avoir 10 à 20 cas, mais chacun a 1, 2, 3 cas voilà. Maximum. Il faudrait que quelqu'un prenne la peine de les colliger un jour pour publier. Ouais. Mais je pense que nos amis radiologues doivent avoir fait au moins une thèse sur le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas fait de recherche bibliographique sur ça, mais je crois qu'il y a eu une thèse. Je crois, oui. Mais à mon avis, c'est pas encore publié, il y a pas de, parce que les séries sont très petites, sont parcellaires. Je vais vous reposer la question qui a été posée sur le chat YouTube par le docteur Abdi Youssouf. Vous l'avez répondu parce qu'il y a une diapo qui donne la réponse. Ouais. Mais je vais vous la reposer pour la forme et vous allez lui répondre. Alors, pour une tumeur inférieure à 4 cm, faut-il privilégier la néphrectomie partielle ou le traitement ablatif? C'est en fonction du terrain. Donc, on va proposer un traitement ablatif, surtout pour les sujets qui sont âgés avec des comorbidités opératoires. Si le sujet est jeune, la néphrectomie partielle ou la néphrectomie élargie, sur le plan oncologique, donne un meilleur résultat. Donc, il faut préférencier un traitement qui est radical, qui est classique, certes, mais qui donne vraiment des résultats oncologiques meilleurs que les traitements ablatifs. Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que ces moyens ablatifs localisés, mini-invasifs, vont surplanter et vont prendre de la place par rapport à la néphrectomie, soit laparoscopique, robotique ou à chirurgie ouverte?
Donc, ce sont des moyens qui sont prometteurs, mais vu qu'il faut un recul important pour spécifier sur le plan oncologique le résultat, il faut préférencier jusqu'au maintenant le traitement chirurgical. Et on reste des urologues, on va traiter nos patients de façon chirurgicale. C'est un traitement qui est plus adéquat à nos patients. Mais si ça se présente un patient qui a des comorbidités, il faut peut-être ne pas avoir la bistouri en main pour courir derrière ce patient et lui coller des complications plus importantes. Merci. Merci à vous.